Voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, on a mis le setup, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas mis celui-là, pour les lectures avec illustration. Donc j'espère que ça vous plaira. Euh, on va attendre quelques instants avant de commencer la lecture. Je vais peut-être installer un truc pour voir vos messages parce qu'en fait c'est tellement loin pour moi que j'ai peur de pas vous voir. Attendez. J'ai pas de batterie pour pouvoir faire un retour écran, mais j'y penserai la prochaine fois parce que je me suis dit que ce serait cool de garder ce set tout le temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé en fait, et le fait de le réutiliser, ça me rappelle à quel point je l'aime et à quel point je le trouve fun. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez ou pas. Je sais pas combien on est sur le stream là, je vais regarder sur mon tel. J'ai vu qu'on était deux tout à l'heure, mais n'hésitez pas à réagir dans le chat, à me faire un petit coucou. Bon, c'est vrai que si vous n'avez pas de compte, vous pouvez pas. En tout cas, je vous salue, même si vous pouvez pas encore me parler sur le chat. Coucou. Ah, je suis tellement... Coucou Salombo. Ça me fait plaisir de te voir aussi, je suis contente de vous voir ce soir. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les petites discussions qu'on a eues sur Discord et sur Insta, ça va être un stream assez... comment dirais-je, assez court, parce qu'on va prendre une nouvelle courte de Lovecraft, mais j'avais envie de me plonger dans un autre univers. Alors, attendez. Mais j'espère que vous allez aimer. J'essaie de faire un truc. Ça fait longtemps que j'ai pas eu cette disposition, comme je vous l'ai dit. Donc soyez indulgents. Voilà, je vous remonte un peu pour vous laisser de la place. Quand même. Coucou, ici, comment tu vas? Ah, j'ai pas le contrôle. Donc il est 38, je pense qu'on va commencer dans 2-3 minutes. Coucou. Oh, c'est trop pénible le chat. Je vais réinstaller Twitch sur mon téléphone parce que je vais devenir zinzin. J'ai vu ton message, j'arrive pas à voir ton pseudo de loin parce que je vois absolument rien de loin. Et je mets pas mes lunettes comme une fille très intelligente. Je suis désolée pour le côté un peu fouillis du début du stream, ça va vite s'arranger. Hein. C'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas eu cette disposition, encore une fois. Mais je suis trop contente que tu aies découvert mon stream, ça me fait trop plaisir de voir des nouveaux arrivants sur le Twitch. En plus, t'arrives juste pour le début d'une lecture, c'est vraiment idéal, je suis trop contente. Tu vas kiffer, je pense. Enfin, j'espère que tu vas kiffer. Suivre complètement la lecture parce que ça va être un one shot. On va terminer la lecture ce soir. Comme vous pouvez le voir sur la disposition, j'ai mis j'ai fait en sorte qu'on puisse voir les livres parce que je vais vous montrer les illustrations en même temps. Alors je vais quand même garder l'ouvrage pour le lire parce que c'est plus facile pour moi, mais dès qu'il y aura une illustration, je vais vous la montrer. Comme ça vous permet d'interagir un peu. Et j'ai choisi une édition exprès avec des beaux dessins et tout pour que vous puissiez kiffer un peu l'histoire. J'espère que ça va vous plaire. Et suite au vote sur Insta, vous avez choisi Dagon des carnets de Lovecraft. Je suis désolée pour ceux qui voulaient le molosse ou bien les rats dans les murs. Mais c'est le jeu du hasard. Voilà, je vais vous prendre. Comme ça sera plus simple pour moi de pouvoir discuter avec vous. La prochaine fois, je penserai à faire... comment dirais-je à mettre la tablette pour pouvoir avoir vos discussions. J'ai du mal à faire deux choses en même temps. Ah ok, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert grâce à la passe miroir Olim ZR. Je donne plus accès aux relectures malheureusement. C'est dommage que tu n'aies pas pu suivre cette lecture en même temps que les autres. Mais j'espère que tu auras beaucoup de plaisir à suivre d'autres genres. Lovecraft c'est un peu différent, je sais pas trop si tu connais cet auteur. Bon, il est assez connu, mais moi j'ai découvert cette année, j'ai commencé à le lire cette année. Oui, je sais aussi que tu voulais le rat dans les murs. C'est pour ça que j'ai dit ça, j'ai fait en sorte de te le mentionner. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois peut-être. Mm.
Je sais pas encore ce qu'on va lire pour la suite après Lovecraft. Je ferai sans doute une boîte à questions sur Insta si vous voulez donner vos envies personnelles et tout, parce que j'ai pas choisi. Mais ça sera après la parenthèse Lovecraft. Et pour ceux qui suivent sur Twitch, sur YouTube, pardon, les rediffusions seront mises, j'ai du mal, dans le courant de la semaine. Ah bah, je sais que tu lis jamais Salambo One, mais j'espère que ça te donnera peut-être une petite envie de découvrir un peu la lecture. On sait jamais, hein, qui sait. Peut-être que tu vas te découvrir une nouvelle passion. C'est vrai que c'est pas simple avec la connexion, mais tu sais, moi à la base j'avais vraiment une connexion qui pue la défaite et au final j'ai réussi à m'en sortir. Donc peut-être que tu peux réussir à bidouiller un truc pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, hein. Pour te faire un petit speech vite fait sur l'auteur Olim ZR, j'espère que je dis bien ton pseudo. Les carnets de Lovecraft, enfin Lovecraft plus précisément, c'est un auteur. Les puristes, s'il vous plaît, ne m'engueulez pas. C'est un auteur plutôt de science-fiction, de fantastique, plus précisément, je dirais, et qui écrit des livres qui sont censés être angoissants, qui ont une ambiance angoissante. L'objectif, c'est vraiment, pour moi, de créer une angoisse, mais non nommable, en fait. Il écrit avec un mystère toujours autour de la chose qui est angoissante pour permettre au lecteur d'imaginer à son gré le personnage ou l'atmosphère ou le monstre qu'il essaye de nous créer, de nous confectionner et par cela provoquer une peur. Après, c'est beaucoup plus que cela parce que, comme on l'a vu dans la lecture précédente des Monts et Merveilles, il est assez prolifique dans ses récits et il a écrit beaucoup de choses. Beaucoup d'entre vous qui ont écouté des Monts et Merveilles en fait étaient très surpris du style qui différait un peu de ce qu'il pouvait faire auparavant. Donc je vous invite à écouter le stream après si jamais vous avez aimé cette lecture de Lovecraft. Donc tu vas voir que c'est assez spécial, mais c'est vraiment très sympa. Et ce que j'aime bien, j'ai voulu vous proposer des trucs un peu plus classiques des carnets de Lovecraft. Euh, je bug sur le nom. J'ai voulu vous proposer un truc un peu plus classique de Lovecraft parce que j'avais envie de vous emmener dans une ambiance un peu plus sombre et angoissante. Et je trouve que c'est ce qui a manqué dans Des Monts et Merveilles. Pas que ça n'a pas été angoissant, mais j'aurais aimé que ça soit un peu plus. Personnellement, j'ai découvert Lovecraft grâce au Molos qui est juste ici. J'aurais trop aimé que vous choisissiez celui-là parce que c'est mon premier coup de cœur Lovecraft. Mais le jeu a fait que vous avez choisi Dagon, qui est d'ailleurs le livre préféré de mon chum, et c'est lui qui a choisi d'ailleurs la sélection. Donc pour ceux qui ont aimé la sélection, vous pouvez le remercier. Sur ce, on va commencer la lecture. Il me semble que dans cette édition, le récit commence par des illustrations, donc vous allez en avoir plein les yeux pour ce soir. Donc je vais commencer par vous montrer les illustrations. Pour vous parler vite fait avant de commencer, je sais que je vous laisse du suspense, mais pour vous commencer vite fait avant de commencer, euh, euh, je sais que John Smile, tu le connais en plus, des fois vous parlez dans le chat. Donc pour parler vite fait de l'édition, donc c'est des illustrations qui sont proposées par Armel Golm. Je sais pas si vous connaissez, mais il a fait des illustrations qui sont toujours tournées vers l'imaginaire. Il y a un livre dont j'arrive pas à me souvenir du titre, donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Parce que ça me sort de l'esprit, j'y pense depuis que j'ai reçu la collection. Il a publié, il me semble, un ensemble d'ouvrages, un espèce d'ouvrage. C'est une nouvelle qui raconte l'histoire d'un gars qui est tombé comme par une fracture temporelle dans un monde parallèle avec plein d'animaux bizarroïdes et tout, et il décide de les illustrer, de les dessiner dans son carnet pour pouvoir s'en souvenir et pour pouvoir avoir une trace. Et toutes les illustrations ont été faites par Armel Golm, que j'ai d'ailleurs rencontré parce qu'il avait aussi fait un vernissage à une librairie, enfin soit. Ce livre est tellement bien et les illustrations sont ouf parce que c'est vraiment un univers complètement loufoque et crayonné au croquis, c'est très très cool. Et donc il s'est proposé, en tout cas il a fait une collaboration avec les éditions Bragelonne pour revenir sur Lovecraft. Donc de composer toute une collection qui s'appelle les carnets de Lovecraft avec des illustrations qui accompagnent chaque texte et à la fin un espèce de petit texte qui explique ses choix artistiques, pourquoi il est allé vers ci, pourquoi il est allé vers ça. Si ça vous intéresse, je vous le lirai. Si ça vous intéresse pas, je couperai court. Mais sur ce, on va commencer par les illustrations donc, qui composent la lecture. Alors, c'est un peu complexe pour moi de vous montrer. J'espère que vous voyez bien. Attends.
Je vais juste vérifier que vous voyez bien. Voilà. Donc, attendez, moi je vais me rapprocher. Ça commence par la première page. Merci beaucoup, John Smile. Très, comment dirais-je, cabriolesque pour pouvoir vous montrer, mais... Donc on commence tout de suite avec une illustration et la première page de texte. Donc je vais vous lire la première page et ensuite je vous remontrerai l'illustration. C'est comme quand vous lisez un conte à la bibliothèque et que vous avez genre comme 5 ans. Il faut juste être un peu plus patient. Alors, c'est parti pour la lecture de Dagon. C'est sous l'emprise d'une grande tension que j'écris ces mots, puisque cette nuit sera ma dernière. Sans le sou, je suis au bout de mes réserves de drogue, cette drogue qui, seule, peut me rendre la vie supportable. Je ne saurais endurer plus longtemps cette torture. Je vais donc me jeter dans la rue sordide depuis la fenêtre de ma mansarde. Ne croyez pas, parce que je suis l'esclave de la morphine, que je sois faible ou dégénérée. Lorsque vous aurez lu ces pages griffonnées à la hâte, vous comprendrez peut-être, bien qu'il vous soit impossible d'appréhender l'entière vérité, pourquoi, à défaut d'oublier, je dois mourir. Donc, le chum prêt à se droguer. C'est dans l'une des régions les plus désertes du vaste Pacifique que le paquebot dont j'étais le subrécargue tomba sous les coups d'un commerçant, d'un contre-pied allemand. La Grande Guerre commençait à peine, et les forces navales ennemies ne s'étaient pas encore abaissées à la barbarie qui finirait par les caractériser. Le destroyer nous arraisonna donc légalement et l'équipage dont j'étais fut traité avec toute la considération et toute l'équité dues aux prisonniers de guerre. Cette page est très cool. Il s'est vraiment fait plaisir sur les illustrations. J'espère que vous voyez bien. C'est vraiment beau, hein. J'aime beaucoup sa façon de dessiner. Donc, le cargo dans lequel a été appareillé notre protagoniste principal. Le livre est pas ouf par contre à tenir. C'était plus facile avec les Alice. Pour ceux qui ont suivi ce stream. D'ailleurs, nos geôliers se montrèrent si tolérants que, 5 jours seulement après notre capture, je parvins à m'échapper, seule, sur un petit bateau avec d'abondantes provisions d'eau et de vivres. Lorsque je fus libre et suffisamment loin, je me rendis compte que je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais. N'ayant jamais été bon marin, je ne pus que supposer, à la position du soleil et des étoiles, que j'étais un peu au sud de l'équateur. J'ignorais tout de la longitude de ma position et ne voyais ni île ni côte qui auraient pu m'aiguiller. Le temps était au beau fixe, et pendant de nombreux jours, je voguais sans but sous un soleil de plomb, espérant croiser un navire ou échouer sur les rivages de quelque terre habitable. Mais comme ni l'un ni l'autre ne se produisait, je commençai à désespérer. Seul, sur les infinies de mouvantes vastitudes d'azur. Le changement survint alors que je dormais. Bonsoir, Shirka Cat. Je n'en connaîtrai jamais les détails, car malgré un sommeil troublé et infesté de rêves, je tardai à me réveiller. Quand enfin cela se produisit, je m'aperçus que j'étais à moitié enfoncé dans une substance gluante d'un noir infernal. Le bourbier parcouru d'ondulations monotones s'étalait à perte de vue dans toutes les directions. J'aperçus mon bateau enlisé à quelque distance. Merci beaucoup, Shirka Cat. Donc, l'infâme substance noire. Serait-ce une petite référence au pétrole?
ou bien on tombe déjà dans des vastitudes un peu sombres à la Lovecraft. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ma première réaction face à ce changement si radical et inattendu dans la nature du paysage ne fut pas la stupéfaction. Je fus plutôt saisie de panique, car l'air et le sol pourrissant avaient quelque chose de sinistre qui me glaçait d'effroi. Les carcasses de poissons en décomposition et les autres formes indescriptibles que je voyais affleurer à la surface de la vaste plaine fangeuse faisaient régner une odeur pestilentielle. Peut-être était-il vain de tenter de mettre des mots sur l'indicible hideur que peut recéler une immensité stérile et absolument silencieuse. Ah, trop de chance, je suis contente que tu tombes sur ta lecture préf. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous lire et en même temps vous montrer les illustrations. J'aurais aimé, mais c'est compliqué avec l'installation du set. J'espère que ça vous va quand même. C'est toujours le même overlay en fait. Je le change pas parce que c'est long à faire et ça correspond à mon univers. Je peux pas faire un overlay par stream. C'est chiant et long. Mais tu peux couper. La poiscaille. Ceux qui ont suivi Top Chef hier. Je change de sujet, mais vous trouvez pas que c'est similaire au thème d'hier? Il n'y avait rien à écouter, ni rien à voir à part une infinie étendue de vases noirs. Et cependant, l'immobilité et l'uniformité du paysage firent naître en moi une peur si oppressante qu'elle me donnait la nausée. Le soleil flamboyait dans un ciel cruel, qui me semblait presque noir tant il était dénué de nuages. J'avais d'ailleurs l'impression d'y voir se refléter le marais d'encre qui s'étendait sous mes pieds. Tout en me traînant pour regagner mon bateau échoué, je compris qu'une seule théorie pouvait expliquer la situation dans laquelle je me trouvais. Quelques bouleversements volcaniques sans précédent avaient dû faire remonter à la surface un morceau de plancher océanique, exposant par là même des régions cachées sous d'insondables profondeurs aquatiques durant des millions et des millions et des millions d'années. Une petite étendue de ce qu'on pouvait voir, ce que pouvait voir le personnage sous ses pieds. Kiffant cette page. Cette page a l'air hyper intéressante, Poésie. Dommage que t'aies pas le pseudo. Cette nouvelle terre était si grande que, même en tendant l'oreille, je ne percevais pas le moindre bruit de vagues. D'ailleurs, nul oiseau marin ne venait se repaître des cadavres. Je passais plusieurs heures assis à réfléchir dans mon bateau. Comme il était couché sur le côté, il me protégeait quelque peu du soleil qui traversait les cieux. À mesure que la journée avançait, le sol perdait en adhérence. Je fis l'hypothèse qu'il serait bientôt suffisamment sec pour me permettre de m'y aventurer à pied. Cette nuit-là, je dormis peu. Le lendemain, je préparai un pactage de vivres et d'eau afin de partir en quête de la mer disparue et d'un possible sauvetage. Le troisième matin, le sol était suffisamment sec pour que je puisse le fouler sans difficulté. L'odeur de poisson pourri était insupportable, mais mon salut m'importait trop pour que je me soucie de ce genre de désagrément. Je partis donc bille en tête vers une destination inconnue. J'aurais bien aimé aussi vous lire... Oh, vous voyez pas là. Vous lire la nouvelle de Jules Verne avec des illustrations pareilles.
Je marchais toute la journée en direction de l'ouest, guidée par un lointain monticule qui paraissait être le point culminant de ce désert ondoyant. La nuit venue, je campais, puis lorsque le soleil se leva, je repris ma route vers le tertre, même s'il me semblait à peine plus proche qu'au premier jour. Le 4e soir, j'atteignis le pied de la colline qui s'avérait bien plus haute qu'elle ne m'était apparue de loin, car une vallée s'étendait en travers de mon chemin, ce qui accentuait le relief du tertre par rapport au reste de la surface. Trop fatigué pour entamer l'ascension, je dormis à l'ombre d'une colline. Merci pour le partage. Cette nuit-là, j'ignore pourquoi mes songes furent si délirants, mais avant que la lune blêmissante et incroyablement guibeuse n'ait eu le temps de s'élever de beaucoup au-dessus de la plaine orientale, je me réveillai couvert d'une sueur glacée. Je pris la décision de ne pas me rendormir. Les visions dont j'avais rêvé étaient trop insoutenables pour que j'accepte de me les infliger de nouveau. Et, à la lumière de la lune, je vis combien j'avais été imprudent de voyager de jour. Sans ce soleil aveuglant et brûlant, l'expédition m'aurait coûté moins d'énergie. Je me sentais d'ailleurs en état de faire l'ascension qui, quelques heures seulement auparavant, m'avait semblé impossible. Après avoir amassé mon pactage, je me dirigeai vers la crête de la colline. Magnifique. J'espère que vous voyez bien. Celle-là, j'adore aussi. J'aime bien son trait crayonné comme ça. Il est là, ici, juste là. Et cette idée de seul face à l'immensitude, je trouve ça trop beau. J'ai pas l'impression que ça soit si idyllique, poésie. J'ai dit que l'irrémédiable monotonie de la plaine avait éveillé en moi une horreur sourde, mais je pense que cette horreur devint plus forte lorsque je parvins au sommet de l'éminence, car en regardant de l'autre côté, je vis un gouffre ou un canyon insondable dont les recoins noirs étaient hors de portée de la lune encore trop basse. J'avais l'impression de me trouver au bord du monde et de contempler un chaos sans fond où régnait une nuit éternelle. Étrangement, malgré ma terreur, je me rappelais des passages du paradis perdu, en particulier Satan escaladant les horribles parois brutes du royaume des ténèbres. Je suis contente de t'avoir fait craquer, je trouve que cette collection est vraiment belle. Comme la lune continuait de monter dans le ciel, je m'aperçus que les bords de la vallée n'étaient pas aussi abrupts que je l'avais cru. Saillies et autres affleurements rocheux, permettaient une descente relativement aisée, et au bout de quelques centaines de pieds, la pente devenait beaucoup plus douce. Poussé par une impulsion indéfinissable, je descendis la paroi avec difficulté, puis, arrivé sur la pente moins dangereuse, je scrutai les profondeurs stygiennes où aucune lumière n'avait jamais pénétré. Et tout à coup, un objet gigantesque et singulier qui se dressait sur la pente opposée à environ 100 mètres de moi attira mon attention. Un objet blanc sur lequel se reflétaient les rayons de la lune, désormais assez haute pour l'éclairer. Je ne sais pas si vous allez voir le chétan qu'il y a sur l'illustration. Mais on rentre dans les délires là. Chétan. En plus, moi je vais les illustrations en première. Je fus vite convaincue qu'il s'agissait simplement d'un énorme bloc de pierre. Mais j'avais la nette impression que sa silhouette et sa position n'étaient pas tout à fait naturelles.
En l'observant plus attentivement, je fus comme envahie par des sensations que je ne pus exprimer, car malgré sa taille titanesque et le fait qu'il se fût trouvé depuis la jeunesse du monde dans un abîme béant au fond des mers, je voyais bien que cet étrange objet était un monolithe bien formé, dont la masse imposante avait été travaillée et peut-être vénérée par des créatures vivantes et conscientes. Ah, t'as capté direct poésie. Tu connais déjà la nouvelle ou pas? Ça va de mal en pire. À la fois stupéfait et effrayé, mais non sans ressentir le frisson du scientifique ou de l'archéologue au moment de la découverte, j'examinais plus attentivement les alentours. Moi, perso, j'examine rien, je m'en vais. Déjà, je descends pas dans le trou pour commencer. La lune, désormais, proche de son zénith, brillait bizarrement, crûment, au-dessus des hauts escarpements qui bordaient la crevasse. Elle révéla la présence d'un cours d'eau perdu que ses méandres soustrayaient à la vue à droite comme à gauche, mais dont les flots arrivaient presque au niveau de mes pieds. De l'autre côté de la crevasse, les vaguelettes léchaient la base du monolithe cyclopéen, à la surface duquel je distinguais à présent inscriptions et bas-reliefs rudimentaires. Les écritures de type hiéroglyphe m'étaient inconnues. Je n'avais jamais rien rencontré de semblable dans les livres. Elles se composaient principalement de symboles aquatiques, poissons, anguilles, pieuvres, crustacés, mollusques, baleines et autres animaux de ce genre. Plusieurs caractères représentaient des créatures marines inconnues du monde moderne, mais dont j'avais observé les corps décomposés sur la plaine surgie des abysses. Cependant, c'étaient les bas-reliefs qui me captivaient le plus. Leur taille était telle que je les voyais parfaitement malgré la distance, l'eau m'en tenant éloignée. Les sujets auraient éveillé la jalousie de Doré. En tout cas, ça l'a vraiment inspiré pour nous angoisser. Chétane celui-là. Une petite dernière. J'espère que vous allez bien dormir ce soir. Vous avez plein d'images à développer. Alors, étudions un peu plus ce menhir. Je pense que ces choses étaient censées représenter des hommes, ou en tout cas des sortes d'hommes, même si les scènes montraient les créatures folâtrant telles des poissons dans les eaux de quelques grottes sous-marines, ou en pleine cérémonie dans un sanctuaire monolithique reposant lui aussi au fond des mers. Je n'ose décrire en détail leur visage ou leur forme, car au seul souvenir de ces images, je me sens sur le point de défaillir. D'une laideur dépassant l'imagination d'un Poe ou d'un Bulwer-Lytton, elles avaient une allure générale, odieusement humaine malgré leurs pieds et mains palmés, leurs lèvres étonnamment charnues et molles, leurs yeux vitreux et globuleux, et d'autres traits plus déplaisants encore. Oui, Salambo 1. C'est complètement imaginatif parce que, comme tu peux le voir, Lovecraft il décrit pas. Curiosité supplémentaire, ces créatures paraissaient sculptées sans aucun respect des proportions par rapport au décor qui les entourait. Une scène en particulier montrait l'une d'elles tuant une baleine à peine plus grande qu'elle. Devant l'étrangeté de leurs apparences et de leur taille,
je décidai qu'il s'agissait simplement des dieux imaginaires de quelques peuplades primitives, de pêcheurs ou de marins, une peuplade éteinte bien avant que naissent les premiers ancêtres des hommes de Piltdown ou de Néandertal. Abasourdi par cette vision inattendue d'un passé si reculé que le plus audacieux des anthropologues n'aurait pu le concevoir, je restai perdu dans ma contemplation, tandis que la lune jetait d'étranges reflets sur le cours d'eau silencieux. Donc, le monstre tuant une baleine, juste ici. Alors, est-ce imaginaire ou est-ce une vraie représentation? C'est alors que je le vis. Il y eut à peine un léger remous. Et puis, il émergea des flots sombres. Ce gigantesque polyphème répugnant se jeta sur le monolithe et tel le prodigieux monstre cauchemardesque qu'il était, l'entoura de ses longs bras couverts d'écailles, tout en baissant sa tête hideuse pour cracher des sons articulés. C'est, je crois, à cet instant précis que je perdis la raison. Je me souvins à peine de l'escalade frénétique, de la pente et de la falaise, du trajet délirant pour retourner au bateau. Je crois avoir beaucoup chanté et avoir ri bizarrement quand je ne pouvais plus le faire. J'ai le vague souvenir d'un violent orage survenu quelque temps après que j'avais retrouvé mon embarcation. En tout cas, je suis sûre d'avoir entendu des coups de tonnerre et autres bruits que la nature n'aimait que lorsqu'elle est déchaînée. Oula, ça sent le sapin pour le personnage, hein. Quand je sortis des ténèbres, je me trouvais dans un hôpital de San Francisco où m'avait déposé le capitaine du bateau américain qui m'avait trouvé en pleine mer. Dans mon délire, j'avais beaucoup parlé, mais on avait peu prêté attention à ce que j'avais dit. Mes sauveteurs n'avaient entendu parler d'aucun tremblement de terre dans le Pacifique. Alors je n'insistais pas. À quoi bon leur raconter mon aventure quand je savais que jamais ils ne me croiraient? Un jour, j'allais voir un célèbre ethnologue qui s'amusa de mes drôles de questions concernant l'antique légende philistine de Dagon, le dieu poisson. Toutefois, m'apercevant vite que j'avais affaire à un homme désespérément conventionnel, je coupai court. Je sais pas limite si les illustrations, elles participent à l'ouvrage tellement Lovecraft, il arrive tout seul à nous confectionner des images en tête. Je sais pas si pour vous, vous préférez la lecture avec ou sans les illustrations pour Lovecraft, hein, j'entends. Est-ce que ça vous stimule ou ça vous gâche le plaisir? C'est la nuit, alors que la lune gibbeuse, je sais pas si on dit gibbeuse ou guibeuse, décline, que je vois la chose. J'ai essayé la morphine, mais la drogue, tout en ne m'offrant que de légers sursis, a irrémédiablement fait de moi son esclave. Je dois donc en finir à présent que j'ai raconté toute mon histoire pour avertir mes contemporains. Peut-être se riront-ils de moi. Je me demande souvent si tout cela n'était pas un rêve, pur et simple, si je n'ai pas été sujet à un délire fébrile alors que j'étais au soleil dans mon canot après mon évasion. Je me pose la question, mais la réponse me vient toujours sous la forme d'une vision horrible, horriblement réaliste.
Je ne puis songer aux profondeurs abyssales sans frémir en imaginant les créatures innommables qui pourraient en ce moment même ramper, patauger sur le plancher océanique gluant, vénérer leurs vieilles idoles de pierre et sculpter leurs portraits écœurants sur des obélisques de granit trempé. Je rêve qu'un jour elles sortiront des flots pour entraîner dans leurs griffes pestilentielles les misérables restes de l'humanité affaiblie par les guerres, du jour où les terres s'enfonceront et où le fond sombre des mers s'élèvera dans un chaos universel. La fin est proche. J'entends un bruit à la porte, comme si quelque gigantesque créature pesante à la peau glissante se frottait contre le bois. Elle ne me trouvera pas. Mon Dieu, cette main, la fenêtre, vite la fenêtre. C'est court. Et c'est déjà la fin de cette lecture de Dagon. Je pensais pas que ça allait être si rapide. Donc on va peut-être s'octroyer une deuxième lecture si vous voulez, ou bien je peux vous lire l'interprétation de Armel Golm, donc comment il a écrit imaginé ses illustrations. Si court, même moi je suis surprise, je pensais pas que ça allait être si court. Ah mais jusque dans le moindre détail, il crée un univers glauque et difforme. J'espère que les 14 personnes qui sont là ce soir sont pas trop déçues de la courtesse de ce stream et que ça vous plaît pour ceux qui restent silencieux. En tout cas, je pense quand même vous lire un deuxième parce que là quand même on reste sur notre fin 40 minutes. C'est intense. Ouais, moi-même le Mola c'est mon préf. Il est assez court aussi. Hein. Il fait à peu près 60 pages équivalent, donc on en a pour 40 minutes. Et c'est trop ça. Je trouve que ça reste vraiment trop court. Je saurais à l'avenir que moins de 100 pages, c'est pas suffisant. Donc, on va lire le Molosse, sachant que je l'ai déjà lu 2 fois. Je pense que ma lecture va être pépite, j'espère. Donc c'est parti pour cette deuxième lecture supplémentaire, le bonus dans le bonus. Accrochez-vous, j'espère que ça vous plaît. Hein. Et que je me lance pas dans un truc qui vous plaira pas. Alors, nouvelle numéro 2 du carnet de lecture de Lovecraft. Le Molosse. Ah, sérieux, Salombo? J'espère que t'as aimé, ça change un peu aussi, mais c'est sympa comme lecture. Je suis contente que t'aies aimé Olim ZR. Est-ce que ça t'a inspiré une idée de film qui pourrait ressembler à l'univers? Ça commence toujours un peu pareil, les nouvelles de Lovecraft, je trouve. Dans mes oreilles torturées résonnent sans cesse des bruits de cauchemars, vrombissements, battements d'ailes. Et, dans le lointain, des aboiements rappelant quelques gigantesques chiens de meute. Ce n'est pas un rêve, ni même, j'en ai peur, la folie, car trop de choses se sont déjà produites pour qu'il me soit permis de me réfugier derrière ces hypothèses rassurantes. Il ne reste de John qu'un cadavre mutilé. Moi seul sais pourquoi, et ce savoir est si effrayant que je me trouve sur le point de me faire sauter la cervelle, de peur de subir le même sort. Dans d'infinis couloirs ténébreux, dignes de l'imagination la plus délirante, rôde la noire, l'informe Némésis, qui me conduit à l'anéantissement de moi-même. Puisse le ciel pardonner l'audace insensée et l'attrait morbide qui nous ont menés tous deux à un destin si monstrueux. Lassés des préoccupations quotidiennes d'un monde terre à terre où les gens sont même blasés des plaisirs du romantisme et de l'aventure, John et moi, nous tournâmes avec enthousiasme vers tout mouvement esthétique et intellectuel promettant de nous soulager, ne fût-ce que momentanément.
nous fîmes nôtres les énigmes des symbolistes et les extases des pré-raphaélites, dès la naissance de ces courants, mais chaque fois, les approches inédites se vidaient vite, trop vite, de leur nouveauté et de leurs attraits rafraîchissants. Seule la sombre philosophie des décadents parvint à nous tenir en haleine. Cependant, pour y trouver notre compte, nous devions nous enfoncer toujours plus loin dans le diabolisme. Baudelaire et Huysmans cessèrent vite de nous passionner, si bien qu'à la fin, il ne nous resta plus qu'à éprouver personnellement les stimuli des aventures et expériences contre nature. C'est cette épouvantable quête d'émotions qui finit par nous conduire à la détestable entreprise que même maintenant, malgré ma terreur, j'évoque timidement, honteusement. Je parle du blasphème le plus innommable, le plus méprisable que l'on puisse commettre envers l'humanité, le pillage de sépultures. Tu te ris de moi dans ma lecture, Salombo. J'attends tes conseils en tout cas, Olimzer. Il y a une illustration qui arrive dans pas longtemps. Je ne puis révéler les détails de nos écœurantes expéditions, ni dresser la liste, même partielle, des pires trophées, ornant l'épouvantable musée que nous ménageâmes dans la grande maison de pierre que nous occupions ensemble sans domestique. Notre musée était un lieu maudit, impensable, où, fort d'un goût satanique de virtuoses névrosées, nous avions rassemblé un univers de terreur et de pourriture afin de réveiller nos sensibilités émoussées. La pièce se trouvait très loin sous terre. D'énormes démons ailés sculptés dans le basalte et l'onyx y vomissaient par leur gueule figée dans un large rectus une étrange lumière vert orangé. Des tuyaux cachés soufflaient sur de grandes tentures noires dont les lignes de motifs rouges imbriqués évoquant les charniers exécutaient des danses kaléidoscopiques et mortuaires. L'air craché par les tuyaux en question était parfumé au gré de nos humeurs et désirs, parfois aux effluves de pâles lys funèbres, d'autres fois à l'encens narcotique que nous imaginions être l'odeur des sanctuaires où reposaient les rois d'Orient. D'autres fois encore, et je frissonne rien qu'en y repensant, aux rémulgues atroces révoltants qu'exhale la tombe fraîchement ouverte. Au mur de cette salle repoussante, les boîtes contenant d'antiques momies alternaient avec de beaux corps qui donnaient l'impression d'être en vie, tant leur embaumement était parfait, et avec des pierres tombales dérobées dans les plus vieux cimetières du monde. Ici et là, des crânes de formes diverses et des têtes préservées à différents stades de décomposition étaient exposés dans des niches. Il y avait aussi des crânes pourrissants et chauves de nobles célèbres, comme des têtes toutes fraîches, éblouissantes de blondeur, d'enfants tout juste enterrés. Et nous avions aussi des statues et des tableaux représentant tous des sujets haïssables et dont certains étaient l'œuvre de John et de moi-même. Merci pour ton abonnement, croûte de genoux, ça fait longtemps que t'as pas vu. Merci beaucoup Salombo. Je pense que l'entraînement ça m'aide beaucoup. Je vous ai caché une petite lecture derrière. Une petite lecture, pardon, une petite illustration. Je perds mes mots. Tu vas bientôt atteindre le nouveau badge croûte de genoux. Merci pour ta fidélité. Où en étions-nous dans cette lecture du Melos ?
Un dossier à serrure reliée, en peau humaine, contenait des dessins inconnus et inavouables, qui d'après la rumeur avaient été commis par Goya, mais dont ce dernier n'aurait jamais osé reconnaître la paternité. Et il y avait des instruments de musique, des cordes, des cuivres, des bois, dont le point commun était qu'ils vous soulevaient tous l'estomac. Il nous arrivait à John et moi d'en tirer des dissonances, d'une exquise morbidité, d'une horreur démoniaque. Enfin, dans une multitude de placards d'ébène, marquetés, reposait la plus incroyable, la plus inimaginable collection des trophées recueillis dans des tombes jamais rassemblées par un esprit dérangé et pervers. C'est de ce butin en particulier que je ne souhaite pas parler. Dieu merci, j'ai trouvé le courage de le détruire, bien avant d'avoir l'idée de me détruire moi-même. Merci pour le raid, Planète Théo. Coucou Gigamesh. Bonsoir Dimal, il y a du monde, dis donc. Vous arrivez pour une illustration chétane. On décrit la salle des horreurs de John et du narrateur, donc dans laquelle il entrepose toutes les horreurs qu'il a accueillies durant ces dernières années en pillant des tombes. Ça vous dresse le portrait un peu de l'ambiance de la lecture. Je suis contente que ça vous plaise. En plus, on en est vraiment au début, on en est à la page 10. Donc vous pouvez vraiment rentrer dans l'univers. Ah, ça va être parfait pour dormir. Hein. Une petite dernière illustration avant de reprendre la lecture. Pour ceux qui s'interrogeraient, ce sont des illustrations d'Armel Gaume. On est gâtés, attendez. Vous avez vraiment tout le musée des horreurs de John et son compère. À la fin, on va tous ressembler à celui-là, là, à la fin du livre, tellement on va flipper. Ah, elles sont magiques, les illustrations. Elles font kiffer. Les raids au cours desquels nous récoltions nos trésors honteux étaient toujours des événements artistiques mémorables. Nous ne nous conduisions pas en vulgaire goule, mais n'œuvrions que dans des conditions bien précises. L'état d'esprit était important, tout comme le décor, l'environnement, le temps, la saison et la luminosité de la lune. Notre passe-temps était pour nous la forme la plus raffinée d'expression esthétique, et nous accordions à ces détails techniques un soin pointilleux. Un moment mal choisi, une lumière déplaisante, un coup de pelle malheureux dans la tourbe humide, et c'était pour ainsi dire fini du frisson extatique qu'engendrait l'exhumation de quelque dangereux et grimaçant secret. Notre quête de décors nouveaux et de conditions excitantes était fébrile, insatiable. John jouait invariablement le rôle du meneur, et ce fut lui, en fin de compte, qui nous conduisit jusqu'à cet endroit maudit et moqueur où se scella notre destin aussi terrible qu'implacable. J'ai pas vu tous les aliens Alien ZR. Je sais pas si j'associerais l'univers, mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi au départ non nommable, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Alien c'est proche au niveau esthétique de Lovecraft? Ou pas du tout? Qu'est-ce qui, malgré cette maligne fatalité, nous attira dans ce lugubre cimetière de Hollande? Je pense que ce fut la rumeur. La sombre légende selon laquelle, depuis 500 ans, y était enterré un être qui en son temps avait été une goule et avait volé quelques artefacts de pouvoir dans le sépulcre d'un puissant. Alors même que je vis mes derniers instants, je revois la scène. La pâle lune d'automne brillant sur les tombes en leur arrachant de longues ombres sinistres, les arbres grotesques se voûtant, maussades, pour aller frôler l'herbe laissée à l'abandon, et les stèles croulantes
les innombrables légions de chauves-souris anormalement grandes voletant devant le disque lunaire, l'antique église envahie par le lierre pointant un doigt spectral vers le ciel livide, les insectes phosphorescents dansant comme des feux follets à l'écart sous les ifs, les odeurs de pourriture, de végétation et d'autres choses plus inexplicables se mélangèrent discrètement au vent nocturne venu des mers et marais reculés, et, pire que tout, les lointains aboiements rauques d'un énorme molosse que nous ne voyions pas ni ne situions pas précisément. Malgré l'éloignement, dès que nous entendîmes ce chien, nous frissonnâmes, en nous rappelant les récits des paysans. Car des siècles plus tôt, celui que nous cherchions avait été retrouvé à cet endroit même, déchiqueté et mutilé à coups de griffes et de crocs par quelques bêtes impensables. Oui, c'est le molosse planétéo parce qu'en fait on a fini trop vite Dagon, donc je voulais un peu rallonger le plaisir Lovecraftien. Ah, sérieux? Jamais étudié Lovecraft, moi. Je nous revois manier nos pelles. Que de sensations nous éprouvions à nous trouver dans cette tombe, sous le regard de la lune blême, au milieu des ombres effrayantes, des arbres difformes, des chauves-souris titanesques, avec cette vieille église, ces feux follets d'encens, ces odeurs écœurantes, ce vent de minuit qui gémissait doucement et ces étranges aboiements venus de nulle part, que nous n'étions pas certains de vraiment entendre. Soudain, nos pelles heurtèrent une surface plus dure que l'humus moisi. Nous contemplâmes une boîte oblongue dont le bois vermoulu était incrusté de dépôts minéraux, témoins de son long séjour sous terre. Elle était incroyablement solide et épaisse, mais si vieille que nous parvînmes à la forcer pour nous délecter du spectacle de son contenu. Et j'étais aussi en lettres modernes, mais j'ai pas eu les mêmes choix que toi, apparemment. Par contre, j'ai étudié Alien. Étonnamment. C'est tout le but, Olim Zader. Tu verras que comment dirais-je, les sélections de lecture sont toujours ultra différentes pour essayer de varier les plaisirs. Chétane, la prochaine illustration. Donc ils ouvrent cette fameuse boîte sous terre. Son occupant était bien conservé, étonnamment bien même, si l'on considérait qu'il avait passé 5 siècles dans son cercueil, bien que broyé ici et là par les mâchoires de la créature qui l'avait tué. Le squelette était d'un seul tenant, ce qui ne laissait pas de nous surprendre. Nous exultâmes en découvrant son crâne propre et blanc, avec ses longues dents, ses orbites vides où jadis ses yeux avaient brûlé d'une fièvre morbide semblable à la nôtre. Au fond de la bière reposait une amulette de forme curieuse et exotique. Selon toute apparence, le dormeur l'avait portée autour du cou. Elle représentait de manière bizarrement stylisée une créature ailée et tapie, un chien ou un sphinx, au visage semi-canin. La sculpture du petit bijou de jade vert était exquise dans un antique style oriental. L'expression de ses traits était repoussante à l'extrême, car elle évoquait à la fois la mort, la bestialité et le mal. Sur le pourtour de sa base étaient gravés des caractères que ni Saint John ni moi-même ne pûmes identifier. Dessous, tel le sceau d'un fabricant, était dessiné un crâne formidable de difformité. Si les lettres modernes étaient réputées pour donner un emploi réel et concret, ça saurait Planétéo. Ah, il est chétane celui-là. Hein. Je vous montre l'amulette.
Il est allé à Dubaï, il faisait trop chaud. À peine avions-nous posé les yeux sur cette amulette que nous éprouvâmes le désir ardent de la posséder. Ce butin était notre récompense logique et suffisante pour avoir pillé cette tombe séculaire. Nous l'aurions désirée quand bien même sa silhouette ne nous aurait rien rappelé. Mais en y regardant de plus près, nous vîmes qu'elle ne nous était pas tout à fait étrangère. Si elle était effectivement inconnue de tout amateur sain et équilibré d'art et de littérature, nous identifiâmes en elle une chose évoquée dans le Necronomicon, ouvrage interdit de l'arabe dément Abdul al-Azred, l'effrayant symbole spirituel d'un culte nécrophage de l'inaccessible Leng en Asie centrale. Nous ne reconnûmes que trop bien les sinistres caractéristiques données par le vieux démonologue lorsqu'il décrivait l'obscure manifestation surnaturelle de l'âme des profanateurs et mangeurs de morts. Nous nous emparâmes donc de l'objet, jetâmes un dernier regard au crâne blanchi et aux orbites vides de son propriétaire, puis remîmes la tombe dans l'état où nous l'avions trouvée. En repartant au plus vite de ce détestable endroit, l'amulette une fois rangée dans la poche de John, nous eûmes l'impression de voir toutes les chauves-souris s'abattre sur la terre que nous venions juste de fouiller, comme pour y chercher quelque nourriture malsaine et maudite. Mais la blême lune automnable brillait faiblement, si bien que nous ne pouvions pas être sûrs de nous. De même, le lendemain, alors que notre bateau quittait la Hollande pour regagner notre pays, nous crûmes entendre dans le lointain l'aboiement d'un énorme molosse. Mais le pâle vent automnal soufflait tristement, si bien que nous ne pouvions être sûrs de nous. Ce molosse qui se rapproche. Cette scène me fait beaucoup penser à Dracula quand il arrive sur l'île où siègent les deux femmes. Avec le chien qui s'échappe et tout. Pas de souci, pardon, ElimZR. Envoie-moi un message et je répondrai à tes questions. Ouais, j'aime beaucoup aussi John Smile. Il y en a pas mal après, tu vas voir. Moins d'une semaine après notre retour en Angleterre, des choses étranges commencèrent à se produire. Nous vivions reclus, seuls, sans amis ni serviteurs. Nous occupions quelques pièces d'un vieux manoir bâti au milieu d'une lande morne et déserte. Il était donc rare qu'un visiteur vienne déranger notre quiétude. Mais désormais, nous étions fréquemment réveillés la nuit par des bruits de tâtonnement, non seulement aux portes mais aux fenêtres, et aussi bien à l'étage qu'au rez-de-chaussée. Un soir, nous crûmes voir un grand corps opaque obscurcir la fenêtre de la bibliothèque alors que la lune brillait de l'autre côté. Une autre fois, nous eûmes l'impression d'avoir entendu un bourdonnement ou un battement d'ailes non loin. Dans tous les cas, nos recherches ne révélèrent rien, si bien que nous commençâmes à mettre ces bruits et visions sur le compte de notre seule imagination, qui par ailleurs nous faisait toujours entendre les mêmes lointains aboiements que lorsque nous nous trouvions dans le cimetière hollandais. L'amulette de jade reposait dans une niche de notre musée, et il nous arrivait d'allumer devant elle des bougies aux senteurs étranges. Le Necronomicon d'Al-Azred nous renseignait amplement sur les propriétés, mais aussi sur les liens entre les âmes des ghouls et les créatures que le bijou symbolisait. Ce que nous lûmes nous troubla, et puis vint la terreur. Par contre ça, je sais pas du tout ce que c'est censé représenter. Peut-être ça fait référence au Necronomicon. John est le narrateur qu'on rencontre enfin.
Les horreurs commencent donc. La nuit du 24 septembre, on frappa à la porte de ma chambre. Pensant qu'il s'agissait de Saint John, j'invitai mon visiteur à entrer. Et pour toute réponse, j'entendis un rire strident. Il n'y avait personne dans le couloir. J'allais réveiller Saint John, qui jura ne rien savoir de l'incident et se montra bientôt aussi inquiet que moi. C'est au cours de cette même nuit que la réalité devient... Des aboiements sur la lande devint aussi certaine qu'effroyable. 4 jours plus tard, alors que nous nous trouvions tous deux dans notre musée caché, nous distinguâmes un grattement prudent à l'unique porte qui menait à l'escalier secret donnant sur la bibliothèque. Nous en fûmes doublement angoissés, car, en plus de notre peur de l'inconnu, nous avions toujours craint que notre macabre collection soit découverte. Nous éteignîmes toutes les lumières, puis nous avançant vers la porte, nous l'ouvrîmes à la volée, et aussitôt nous sentîmes une inexplicable surface, un courant d'air, et entendîmes un mélange insolite de bruissements, de ricanements, de jacassements articulés qui semblaient s'éloigner. Nous n'essayâmes même pas de déterminer si ces perceptions étaient le fruit de la folie, du rêve, car nous nous aperçûmes avec la plus noire appréhension que ce bavardage, semblant venu de nulle part, était sans l'ombre d'un doute en néerlandais. Après quoi, nous vécûmes dans une horreur et une fascination grandissantes. La plupart du temps, nous étions d'avis que nos plaisirs contre nature nous faisaient sombrer dans la démence, mais il nous plaisait parfois davantage de nous croire victimes d'un destin sinistre et inévitable. Et c'est les seuls mecs qui kiffent vivre des moments morbides comme ça. Les manifestations étranges étaient devenues si fréquentes que nous en avions perdu le compte. Notre demeure isolée paraissait habitée par un être maléfique dont la nature nous échappait, et chaque nuit, les aboiements démoniaques se faisaient entendre de plus en plus fort sur la lande venteuse. Le 29 octobre, dans la terre meuble sous la fenêtre de la bibliothèque, nous découvrîmes une série d'empreintes absolument indescriptibles. Elles nous déconcertèrent autant que les hordes toujours plus nombreuses de chauves-souris géantes qui hantaient le vieux manoir. L'horreur atteignit son apogée le 18 novembre, lorsque Saint John, en rentrant de la gare lointaine, à la nuit tombée, fut happé par une horrible chose carnivore qui le tailla en pièces. Entendant ces hurlements depuis la maison, j'accourus sur le lieu du massacre. J'arrivai à temps pour entendre un bourdonnement d'ailes et apercevoir la silhouette noire et vague d'une créature se découpant sur la lune montante. Lorsque je questionnai mon ami, il n'était plus en mesure de me répondre de manière intelligible, car il était mourant. Il ne put que murmurer « L'amulette, cette maudite amulette !» Puis il s'effondra, masse inerte de chair lacérée. Je l'enterrai à minuit dans nos jardins à l'abandon. Devant sa dépouille, je marmonnai l'un de ces rituels diaboliques qu'il avait tant aimés de son vivant. Et, alors que je prononçais la dernière phrase démoniaque, j'entendis au loin, dans la lande, les aboiements étouffés d'un chien gigantesque. La lune était levée, mais je n'osais la regarder. Lorsque je vis sur l'étendue mal éclairée une grande ombre nébuleuse bondie de la tertre en monticule, je fermai les yeux et me jetai au sol à plein ventre. Après m'être relevé sans savoir combien de temps s'était écoulé, je rentrai, tremblant, titubant, pour aller me prosterner comme un impie devant l'amulette de jade que nous avions si précieusement conservée. Je pense qu'il n'a pas les bonnes réactions s'il veut vivre. Craignant désormais de vivre seul dans notre vieille demeure de la lande, je partis le lendemain pour Londres, en emportant l'amulette, non sans avoir au préalable brûlé puis enterré le reste de notre collection blasphématoire.
Mais au bout de 3 nuits, je recommençais à entendre les aboiements. Et moins d'une semaine plus tard, je sentais peser sur moi un étrange regard dès qu'il faisait noir. Un soir que je me promenais sur le quai Victoria pour prendre l'air, je vis une forme noire cacher le reflet d'un lampadaire sur la Tamise. Sentant souffler une bourrasque plus forte que le vent nocturne, je compris que j'allais bientôt connaître le même sort que Saint John. Le lendemain, j'emballai soigneusement l'amulette et embarquai pour la Hollande. J'ignorais si le fait de restituer l'objet au dormeur silencieux allait me valoir la clémence de mon poursuivant, mais je devais au moins essayer toute démarche qui me semblerait un tant soit peu logique. Je ne savais toujours pas vraiment ce qu'était ce chien, ni pourquoi il me poursuivait. Cependant, j'avais entendu ses aboiements pour la première fois dans la vieille nécropole, et tout ce qui avait suivi, y compris les dernières paroles de Saint John, avait contribué à relier la malédiction au vol de l'amulette. C'est pourquoi je sombrais dans le désespoir le plus profond en m'apercevant, alors que je séjournais dans une auberge de Rotterdam, que des voleurs m'avaient délesté de mon unique planche de salut. On lui a volé sa tétine, en fait. Les aboiements furent encore plus forts cette nuit-là, et le lendemain, je lus dans le journal qu'un acte d'une brutalité sans nom avait été perpétré dans le quartier le plus infâme de la ville. La populace était terrorisée, car s'était abattue sur un taudis une mort rouge qui éclipsait les pires crimes du voisinage. Dans un sordide repère de voleurs, une famille tout entière avait été déchiquetée par une chose inconnue qui n'avait laissé aucune trace. Toute la nuit, les voisins avaient entendu, malgré la clameur habituelle des ivrognes, les grognements rauques et obstinés d'un énorme chien. J'avoue très étonnant que ça soit terminé en le molosse. Je me trouvais donc de retour dans ce cimetière, où la pâle lune de l'hiver. Regardez bien comme la description de ce cimetière, elle diffère complètement des premières pages du livre. Je me trouvais donc de retour dans ce cimetière malsain, où la pâle lune d'hiver jetait ses ombres hideuses au milieu des arbres sans feuilles qui se voûtaient, maussades, de l'herbe gelée et des stèles croulantes. L'église, envahie par les lierres, pointait un doigt moqueur vers le ciel menaçant, et le vent nocturne venu des mers et marées gelées hurlait comme un démon. L'aboiement était redevenu lointain, et cessa tout à fait lorsque je m'approchai de l'antique tombe que j'avais violée et fis fuir la horde anormalement nombreuse de chauves-souris curieuses voltant autour des lieux. Je ne sais pourquoi j'étais revenue, sinon pour prier ou bredouiller de folles excuses à la chose blanchâtre qui reposait en silence dans la tombe. En tout cas, j'attaquais la terre à demi gelée avec un désespoir qui était à la fois mien et inspiré par une impérieuse volonté extérieure. La tâche s'avéra beaucoup plus facile que prévu. À un moment cependant, un incident bizarre m'interrompit. Un vautour famélique s'abattit du ciel glacé pour picorer frénétiquement la terre retournée. Je dus le tuer d'un coup de pelle. Enfin, j'atteignis la boîte oblongue vermoulue, dont je retirai le couvercle humide et nitreux. Ce fut là la dernière action rationnelle de ma vie.
En effet, tapis dans le vieux cercueil, étreint par d'énormes chauves-souris musclées, cauchemardesques, compagnes endormies, se trouvait le squelette que mon ami et moi avions dépouillé. Il était plus propre et tranquille, mais recouvert de sang séché, de lambeaux de chair, de maigres touffes de cheveux, et il me lorgnait de ses orbites phosphorescentes tout en montrant ses crocs aiguisés et ensanglantés dans un rectus moqueur, sans doute inspiré par mon destin inéluctable. Et lorsque, sortit de ses mâchoires béantes un aboiement sardonique, semblable à celui d'un énorme chien, lorsque je vis qu'il tenait dans ses griffes sales et sanglantes la mulette maudite, je ne pus que hurler et m'enfuir comme un dément, mes cris tournant bientôt aux éclats de rires hystériques. Celui-là, c'est le pire de tous. Le molosse. Et après, tout le reste, c'est... Ah non, il y a encore une page. J'ai failli vous laisser sur une fausse fin. La folie chevauche le vent stellaire, ses griffes et crocs aiguisés par des siècles de cadavres, dégoulinantes de mort à cheval sur une bacchanale de chauves-souris, jaillit des ruines noires comme la nuit des temples à la gloire de Bélial. À présent que les aboiements de ce monstre mort et squelettique se rapprochent, que j'entends les vrombissements et battements furtifs de ses ailes membraneuses, je vais chercher dans la balle de mon revolver l'oubli, qui seul me permettra de rester hors d'atteinte de l'innommable. Et c'est comme ça que se conclut le molosse, avec quelques illustrations supplémentaires qui témoignent de la recherche d'Armel. Et les autres collections, dont Dagon qu'on vient de lire. Bonne soirée, cher Kakat. Bonne soirée, Olimzer. N'hésite pas à m'envoyer un DM et merci pour cette lecture, en tout cas d'y avoir assisté. J'espère que ça t'a plu. Je suis contente de voir que ça t'a plu, en tout cas, John Smile. J'ai vu que j'en avais tenté plus d'un avec cette édition que je trouve particulièrement bien réussie. Et les éditions d'Armel Golm valent vraiment le détour, je trouve. En tout cas, dis-moi si tu as craqué et laquelle t'as acheté si jamais t'en achètes. Parce qu'il y en a plusieurs et je crois qu'il y en a d'autres qui vont être en parution bientôt. Bon courage pour ton examen, Olimzer. Donc c'est sur ça que on va stopper les lectures de Lovecraft. J'avais envie de continuer un peu l'aventure après Démons et Merveilles, qui est une lecture beaucoup plus longue, qui me semble fait 5 streams. Mais je suis contente d'avoir terminé avec ça pour vous proposer une autre facette de Lovecraft. Pour ceux qui suivent le chat en rediffusion ou bien sur YouTube, n'hésitez pas à me dire quelle lecture a été votre préférée et si vous avez une recommandation de Lovecraft à faire, laquelle serait-elle? Je vous pose aussi la question maintenant, tant que j'y suis. C'était une très belle aventure livresque pour moi d'ailleurs Lovecraft, que je connaissais brièvement de nom sans jamais l'avoir abordé. Et j'ai bien aimé découvrir ça en même temps que vous. Je trouve ça assez cool d'avoir les réactions à chaud d'un auteur. Donc si vous avez des auteurs ou des titres en particulier que vous aimeriez me voir découvrir en direct, dites-le moi, ça me ferait plaisir de les lire en même temps que vous. C'est vrai que c'est pas facile, Planète Théo. Bonne soirée à toi, Stylus Fantasticus. C'est tellement magicien comme pseudo. Et merci à Théo de t'avoir ramené sur ce chat et sur ce stream. Je suis contente de t'avoir
vu sous cette petit stream. Coucou petit pédestre, merci pour ta réaction. Je suis contente que tu laisses un petit message. Ah bah vous avez la même référence. C'est fou. Ça me donne envie de l'acheter, vous voyez. Je suis très influençable. Moi franchement j'ai adoré le Molas parce que c'était la première que j'ai découverte, enfin qui m'a vraiment fait flipper quand je l'ai lu. Les autres j'ai lu, j'ai feuilleté. Ah si j'ai bien aimé Cthulhu aussi. Mais après je sais que c'est limite cliché de Lovecraft, Cthulhu. C'est un peu la plus connue. Mais si vous l'avez jamais lu, elle est vraiment bien. D'ailleurs j'ai une édition qui est belle. Je sais pas, c'est quelle couleur, je m'en souviens pas. Bon, je sais plus, c'est dommage, mais je vous l'ai montré sur un stream où je vous montrais mes dernières lectures du moment. Je vous l'avais vite fait montré. Il est en rediff sur YouTube si vous voulez le voir. Peut-être que vous l'avez vu cette édition à la Fnac. Elle est euh, cartonnée en mode à l'ancienne avec des reliefs dorés. Ah, moi je savais pas que c'était la plus populaire. Je pensais que c'était la forêt hantée, si je dis pas de bêtises. Gilgamesh de Note arrive juste à la fin. Un modérateur très assidu, je vois. Mais comme toi, John Smile, moi j'ai tout à découvrir, hein. J'ai lu que 5 œuvres ou 6 œuvres de lui. J'ai lu un recueil de nouvelles aussi, mais je sais pas si j'ai vraiment une vision complète, il a écrit tellement de choses. Ah, vas-y, fais-toi plaisir, petit pédestre. Toute recommandation est la bienvenue. Ah ouais? C'est une spéciale Fnac? Je savais pas. Depuis quand ils font des trucs enfin, inclusifs à leur entreprise? Ah bah voilà, Croûte de genoux, les montagnes hallucinées. C'est toi qui m'avais recommandé ça, il me semble. Et à la base, je voulais lire ça parce que c'est Dimal, je crois, sur le Discord, qui m'avait montré une version adaptée en illustration trop trop belle. Mais je me suis rendu compte que le livre était beaucoup plus imposant que ce à quoi je m'attendais. Et j'avais pas envie non plus de faire durer la trilogie Lovecraftienne trop longtemps. Mais je pense que je vais l'acheter pour moi parce que vraiment, il m'a trop attiré. Est-ce que les montagnes hallucinées, ça fait référence aux montagnes magiques ou pas du tout? Les montagnes magiques, pour ceux qui savent pas, c'est de Thomas Mann. Et j'ai pas du tout aimé, soit dit en passant. Merci, petit pédestre. Dans les murs d'Erix. J'ai pas beaucoup de réactions à faire à ça parce que c'est vrai que je connais pas du tout. Mais je note donc. La nouvelle, c'est Dans les murs d'Erix, Les montagnes hallucinées et apparemment l'une des plus aimées, La couleur tombée du ciel. Je pense que je vais faire des captures. Bah, j'ai essayé de le lire 2 fois, à vrai dire, Les montagnes magiques, mais sans succès. Donc j'ai laissé tomber. Et il y a beaucoup de... Comment dirais-je? C'est assez... euh, c'est une critique un peu sociale et historique. Et en même temps, c'est un roman. euh, avec un contour magique, un peu comme Murakami. Et franchement, c'est chiant. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais j'ai essayé, et j'ai pas réussi à comprendre les références historiques. Donc je suis sentie sotte, et au bout de 400 pages, j'ai lâché l'affaire. Ouais, je pense que Petit Pédestre 1,
que Petite pédestre, non, Petit pédestre, pardon, hein, que si vous voulez découvrir Lovecraft, je suis vraiment pas la première à avoir fait des lectures. Si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à aller checker France Culture. De toute façon, c'est une mine pour trouver des choses à écouter, France Culture. Ah bah je savais pas non plus du tout John Smile, je savais même pas qu'il y avait une adaptation et des adaptations de Lovecraft. Mais Gilgamesh, je peux pas retenir toutes tes passions livresques, parce que t'en as trop. Peut-être que je le regarderai, je suis pas très film, mais pourquoi pas. En tout cas, hâte qu'on puisse retourner un peu au ciné pour profiter de ce genre de choses. Exactement, Monsieur John Smile. Il n'arrête jamais. Merci pour la pub Gilgamesh Dano. Dono. Bon, sur ce, je vais vous laisser. À moins que vous souhaitiez discuter encore un peu. Auquel cas, je vous laisse vous faire plaisir. D'ailleurs, même pour ceux qui connaissent pas le Discord de la chaîne, n'hésitez pas à y aller hein, si vous voulez encore discuter ou me conseiller des choses. Et d'ailleurs, là, mes oreilles et mon cœur sont ouverts pour pouvoir sélectionner la prochaine lecture en direct. Si vous avez des envies livresques, n'hésitez pas. Là, on a lu quoi récemment? On a lu Lovecraft et juste avant, on a lu Alice au Pays des Merveilles. Encore, non, entre les deux, on a lu Les Royaumes du Nord. Et on a lu cette année aussi Jules Verne. Donc ça varie quand même pas mal. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Je pense faire un sondage sur Insta, parce que c'est le plus simple pour moi, mais je prendrai en compte toutes vos suggestions. Et si vous avez envie de prolonger le plaisir Lovecraftien, le film est dispo sur Amazon pour finir cette soirée. Puis demain c'est le week-end d'ailleurs, donc c'est pas le mauvais choix pour ce soir de veiller un peu. Oui, Petit Pédestre, c'est Discord. Si tu connais pas Discord, c'est genre une plateforme de discussion. Et si tu veux le lien, il est dans ma bio sur Twitch. Tu vas dans, je crois que c'est comment c'est quoi le nom encore? Présentation ou information ou bio. Et il y aura tous mes liens avec mon Discord. Non, pas de souci, Planète Théo, tu fais bien de le mentionner. C'est vrai que je connais pas toutes tes lectures parce que tu as lu beaucoup plus de choses que moi. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein. Franchement, il fait beaucoup beaucoup de lectures, différentes de mon style, mais il fait beaucoup de choses intéressantes à regarder. Je pense que là, ça vous donne pas mal de pistes pour continuer l'aventure Lovecraftienne. J'espère que pour ceux qui n'ont jamais connu, qui viennent de découvrir cet auteur par mon biais ou qui n'avaient jamais osé s'initier à Lovecraft, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir un autre genre littéraire, de vous diriger vers d'autres choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine à 21h30 pour la prochaine lecture avec la prochaine illustration, prochain stream, prochaine découverte livresque. J'espère que ça sera fun, j'espère que ça vous plaira. Et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Et je pense qu'on va garder cette configuration parce que je l'aime bien. Bon salut, bonne soirée.